Les registres d'affranchissement n'ont été tenus qu'en un unique exemplaire et sont demeurés au niveau municipal. Donc il était de toute première importance, comme source historique, de les sauvegarder. Ils ont été donc transférés aux archives départementales dans le courant des années 90, avant 1998, où ils sont restés conservés. Ils n'ont plus de valeur juridique, ils ont une importance historique absolument fondamentale, puisqu'ils fournissent en 4 mois le temps qu'a duré leur établissement, une sorte de photographie d'une grande majorité de la population esclave de novembre 1848. Alors évidemment, le document, à l'arrivée, il était incommunicable, dans un très mauvais état, et on a dû le dépoussiérer. Ensuite, chaque feuille est placée entre 2 tamis de textiglas, et on procède à un trempage dans une solution à base de borate de soude, avec des dosages précis, et on procède par le trempage de ces documents pendant quelques minutes dans cette solution chimique, qui va servir à désacidifier le papier et les encres éventuellement. Alors une fois que les documents ont été trempés pendant ces quelques minutes, on va dire une dizaine de minutes, on les récupère ces documents et on les met à sécher sur un séchoir à clé. Les documents restent généralement toute une nuit au séchage à l'air libre. On les récupère le lendemain, on les retire des tamis et on procède à ce qu'on appelle une mise à plat. C'est-à-dire que les documents sont récupérés, on les met entre des cartes lisses et on les met sur une légère presse. Alors, le 8 novembre 1848, Cerda Garriga prend un arrêté qui concerne l'inscription des personnes non libres sur des registres spéciaux propres à établir l'identité de chaque individu. Cet arrêté, en fait, il va donner l'ordre aux communes d'ouvrir des registres dans leur administration pour que les personnes non libres soient inscrites sur ces registres et qu'ils aient ainsi une identité. Ce document de Cerda Garriga est vraiment le document déclencheur du début des opérations d'inscription sur le terrain. Les officiers d'état civil reçoivent les titres de propriété fournis par les propriétaires d'esclaves et établissent ces registres case par case, individu par individu, en indiquant le numéro de registre matricule, de la matricule des esclaves, le prénom sous lequel la personne est connue, son nom d'esclave, et puis un petit paragraphe sur la droite de chaque page indiquant que cette personne prend désormais le nom et le prénom de, et l'officier d'état civil signe. Et c'est ça qui donne cette identité. C'est une variété en réalité de registres d'état civil assimilable à une sorte de registre des naissances. Alors, suite au séchage, on va procéder donc soit au comblage des lacunes, s'il y a des manques de documents, soit on reconstitue tous les fragments du document si on récupère l'intégralité de la feuille. Ensuite, on va procéder au doublage du document, c'est-à-dire un procédé qui va donner un nouveau renfort mécanique au papier, ceci en collant sur le document un papier chiffon. Et l'avantage de ce papier, c'est qu'il pèse 5 grammes au mètre carré. Et une fois collé sur le document, on peut lire au travers du papier. Il laisse apparaître le texte par transparence, tout en redonnant une nouvelle résistance mécanique au papier qui permet sa consultation dans de bonnes conditions. Alors, il y a 2 procédés d'encollage. Soit on procède par des colles humides avec des brosses souples, soit on procède par thermocollage avec un papier japon qui est adhésif, et ceci à l'aide d'une presse chauffante.
Il y a une circulaire qui définit le cadre suivant lequel les registres d'affranchissement doivent être rédigés. Et j'ai cette circulaire sous les yeux, je vais vous lire quelques extraits. Par exemple, chacun des registres doit se composer de 200 pages, ou encore il doit y avoir 5 noms par page. Dans cette circulaire, il est également indiqué le nombre total de registres qui a été envoyé à la Réunion. Il y en a eu donc 66 et ces 66 ont été répartis entre les 12 communes qui existaient à l'époque. Chaque commune a reçu un certain nombre de documents qui a été défini en fonction de sa population. Par exemple, à Saint-Denis, il y a eu 10 registres d'envoyés. À Saint-Paul, il y en a eu 10. À Saint-Benoît, il y en a eu 6. Alors cette circulaire est une circulaire qui est signée du sous-secrétaire d'État Victor Schœlcher pour le ministre de la Marine et des Colonies. Les officiers d'état civil disposent de plusieurs techniques pour donner des noms. Ils s'inspirent des mots à leur disposition. Ça peut être les jours de la semaine, les mois, les saisons. Ils essaient d'utiliser des corpus existants, les prénoms chrétiens, les noms chrétiens, des choses traditionnelles, des noms de métiers. Ça peut être également des appellations tirées du répertoire théâtral ou lyrique. C'est pour ça qu'on peut avoir des Andromaques, des Narcisses. Chacun un peu fait selon sa culture, de manière à avoir le plus possible de noms à sa disposition. On peut également choisir de donner au nouvel affranchi le nom de son maître. On a également, mais on ne peut pas dire que ça représente du tout une majorité dans ces registres, c'est bien visible quand on examine la masse de ces appellations, des surnoms, et parfois des surnoms très désobligeants. Dans quelques cas, on peut avoir une réapparition sans doute d'un nom d'origine, il faut dire ça avec prudence. On a des noms à consonance mozambicaine, en tout cas qui sont attestés au Mozambique aujourd'hui, et on a des noms qui peuvent être malgaches. On n'a pas d'éléments pour savoir pourquoi ces noms sont choisis. Est-ce que c'est le délégué qui les choisit? Est-ce que c'est une manifestation de volonté de la personne ainsi nommée? On ne le sait pas. Il n'y a pas d'éléments pour pouvoir en décider. Suite au comblage des documents et au comblage des lacunes, le document va aller à l'atelier du photographe en vue de sa numérisation. L'étape suivante va consister à réaliser une nouvelle reliure pour ces registres d'affranchissement, c'est-à-dire une reliure traditionnelle cousue sur des rubans et ensuite avec des couvertures de carton rigide et habillées de toile écrue. Alors, une fois que le registre était ouvert dans la commune, dans la pratique, les maires se sont rendus compte que parfois ils rencontraient des difficultés ou des interrogations. Et dans ce cas, ils devaient s'adresser au directeur de l'Intérieur, qui était donc leur autorité de tutelle. Et ce directeur devait leur apporter des précisions, des explications, des détails pour quelques questions que ce soit. Alors, il y a une question notamment qui est apparue, c'est celle de l'inscription des individus marrons. Donc, certains maires se sont posé la question, comment les inscrire? Donc là, j'ai une réponse du citoyen directeur de l'Intérieur au maire de Saint-André qui dit que les Noirs en état de marronnage doivent être inscrits sur le registre destiné à l'inscription des noms libres, quand d'ailleurs, il nous est justifié que la déclaration du marronnage a été régulièrement faite et que l'absence ne remonte pas à plus d'une année ou deux. Ces registres d'affranchissement ont été très vite périmés puisque très rapidement,
les personnes qui figurent dans ces registres ont passé des actes d'état civil tout à fait normaux et on les voit apparaître dans les registres de mariage, dans les registres de naissance, ils reconnaissent leurs enfants, ils se marient ou ils marient leurs enfants et puis leurs décès sont enregistrés et les naissances de leurs autres enfants. Donc en fait la suite de ces registres d'affranchissement, ce sont les registres d'état civil d'après 1848. Ces registres sont donc demeurés dans les mairies comme preuve de cette opération très ponctuelle de 1848-49, parce que c'était un moyen de justifier l'acquisition de la citoyenneté et de la nationalité française.